De Montréal à Beijing, par l'ouest ou par l'est, la distance est la même. Il y a 12 heures de décalage et on n'ajuste pas sa montre. Mais en passant par le nord, c'est plus court. Nous allons donc survoler la baie d'Hudson, les territoires du nord-ouest canadien et l'océan Arctique. Sous un soleil éclatant, quel cadeau! En mai, la banquise est en plein dégel. Vous entendez en ce moment un air d'opéra chinois intitulé Tempête de neige au cœur de l'hiver. Il semble bien qu'ici, la main de l'homme a déjà mis le pied. Voici la Terre, voici la Chine. En mandarin, Beijing, c'est la capitale du Nord, capitale politique et culturelle de la Chine depuis le XIIe siècle. 21 millions d'habitants, 350 stations de métro. Mon hôtel est à 10 minutes du Parlement et de la place Tiananmen. La plus grande place publique au monde. Ce n'est pas vraiment la place du peuple. On ne trouve pas un seul banc pour s'asseoir et l'armée est très présente. Voici le mausolée de Mao Zedong, le grand timonier. Le Parlement chinois, siège de l'Assemblée du peuple. Le retour vers notre hôtel est presque bucolique. Une rare personne sans abri, à 2 pas de ma chambre. La Cité interdite est le plus grand complexe palatial au monde. C'est le monument ancien le mieux préservé de Chine. Il faut compter une journée pour la visite.
Ce fut le palais de 2 dynasties Qin. On ne pouvait s'y rendre que sur l'invitation de l'empereur, sinon c'était la peine capitale. Le dernier empereur, Puyi, fut destitué en 1912. La rivière aux eaux dorées, la vaste cour de l'Harmonie suprême pouvait recevoir des audiences impériales de plus de 100 000 personnes. La salle de l'Harmonie suprême était la plus vaste de la cité. L'allée impériale de marbre, un brûleur d'encens. Ces 11 dragons indiquaient les résidences de l'empereur. Ces vasques de bronze servaient de protection contre les incendies. Il y avait dans la cité une multitude de bâtiments pour accommoder des dizaines de milliers de princes, de ministres et de courtisans de haute lignée. La salle du culte des ancêtres abrite une collection permanente d'horloges anciennes. Voici une clepsydre en argent massif. Nous entrons dans le grand jardin impérial. L'empereur aurait aujourd'hui de la difficulté à s'y reposer.
On a d'ici une vue magnifique sur toute la cité interdite. Nous sortons. Tout est calme jusqu'à demain matin. Maintenant, il n'y a plus d'empereur. Le peuple est libre. La circulation dans le Beijing moderne est parfois dense et bruyante, mais on a préservé environ 20% de la vieille ville médiévale. Ces quartiers anciens s'appellent les Hutong et ils sont très calmes. Ce sont un millier de rues étroites, un labyrinthe de maisons sans étage et de résidences historiques autour de tours carrées. Pour m'y retrouver, j'ai utilisé une carte et un GPS de randonnée. J'ai ainsi pu marcher durant des heures et retrouver aisément ma station de métro. Mon guide était Lonely Planet. Il y a 40 ans, les Chinois se sont donné une seconde langue écrite, le pinyin, qui utilise les lettres de notre alphabet. Ainsi, la plupart des enseignes sont bilingues, en chinois et en pinyin, avec quelques mots d'anglais à l'occasion. C'est très vieux, mais on rénove. Les toilettes publiques sont assez nombreuses, mais la propreté dépend de l'heure de votre passage. Voici le livreur de colis. Les véhicules sont petits car les rues sont étroites. Si vous avez une voiture, protégez-la. Ce vénérable tricycle a atteint l'âge de la retraite, tout comme moi.
Voici l'ancienne résidence de Wanawang, la fiancée du dernier empereur Puyi. Ne réveillons pas les morts. Madame, votre chien est le seul chien que j'ai vu en Chine durant 1 mois de visite. Jetons un petit coup d'œil dans l'entrée de cette résidence cossue. À la porte suivante, nous trouvons carrément un palais, la résidence du prince Gong. En 1851, l'empereur Xianfeng fit cadeau de cette demeure à son frère favori, le prince Gong, qu'il nomma régent. C'est lui qui fit la paix avec les puissances occidentales en signant la Convention de 1860 qui mit fin à la guerre de l'opium. Calligraphie horticole et souvenirs de famille. Après la chute de sa dynastie, Puyi, l'empereur déchu, laissa la propriété aux sœurs bénédictines qui fondèrent ici l'université catholique Furen. Lors de la révolution culturelle, on installa dans ce palais une manufacture d'air conditionné. La propriété fut ensuite rénovée pour les Jeux olympiques de 2008. Autour de cette chapelle, chaque feuillet renferme une prière. Reprenons maintenant notre promenade dans les Hutongs. Avant les rénovations et après. La tour de la cloche et la tour du tambour. Elles ont sonné les heures durant des siècles. La plus grosse cloche de 63 tonnes s'entendait à 20 km. Tour de la cloche. La tour du tambour. Entrons maintenant dans un autre quartier. Petit repos dans un élégant salon de thé.
Ce fut une longue marche, mais le métro est proche et un seul pont d'autoroute nous sépare du Beijing moderne. Pour terminer, dégustons un canard laqué pékinois bien mérité. Les principaux centres traditionnels de spiritualité de Pékin sont le temple des lamas, le temple de Confucius et le temple du soleil. Le temple des lamas est le temple bouddhiste le plus renommé en dehors du Tibet. Toits magnifiques, fresques fabuleuses, moulins à prière, le tout sous un nuage d'encens. Le temple de Confucius n'est qu'à 2 rues d'ici. Comme tous les temples confucéens, c'est une sorte de mausolée, une oasis de paix et de tranquillité. Au temple du ciel, il n'y a pas d'encens ni vraiment de congrégation, mais des milliers de visiteurs quotidiens qui viennent s'y promener seuls ou entre amis ou pour pratiquer leurs activités favorites, le chant, la danse, la gymnastique, le tai chi, le tout avec simplicité et élégance.
Allons vers les temples. Selon une croyance très ancienne, le ciel est rond et la terre est carrée. Voilà pourquoi le temple est rond sur une base carrée. Voici la salle des prières pour de bonnes moissons. Le triple toit est posé sur 3 terrasses de marbre. Les piliers sont des pins Douglas de 30 mètres de haut. Ils supportent le toit sans un seul clou ni aucun ciment. Le mur des échos. L'autel de la butte circulaire. Le sol de marbre est une gigantesque mosaïque de 9 anneaux. Revenons au parc du ciel. Les quartiers chics de la ville moderne sont à l'est de la place Tiananmen et de la cité interdite. C'est ici que se trouvent les grands hôtels, les boutiques pour touristes et les étalages de produits de luxe. Nous sommes dans la rue piétonnière Wangfuji Dajie. L'église catholique Saint-Joseph un dimanche matin. Allons visiter un atelier et magasin d'artisanat et de spécialités chinoises. La nacre, sculpture de jade, la soie.
Le parc olympique de Pékin comprend le stade national appelé le Nid d'Oiseau et le centre national aquatique appelé le Cube d'eau. Le Cube d'eau a coûté 100 millions de dollars payés par la diaspora chinoise. La structure extérieure est faite de plastique transparent. Le cube produit sa propre électricité et recycle les eaux de pluie. La visite fut une grande déception car en dehors des grandes compétitions, il n'y a presque pas de visiteurs. Flamme olympique. Le Nid d'Oiseau, merveille des Jeux olympiques et paralympiques de 2008. Ces 42 000 tonnes d'acier ont coûté 423 millions de dollars. Les jardins des palais d'été impériaux de Pékin couvrent environ 5 km² et leur visite commence par un jardin botanique. La mémoire collective du peuple chinois n'a pas oublié la destruction du premier palais d'été impérial par les troupes françaises et anglaises durant la guerre de l'opium au XIXe siècle. Le tout premier palais avait été construit au XIIe siècle. Beaucoup plus tard, l'empereur Qianlong demanda aux jésuites de lui dessiner un nouveau parc à l'européenne avec pavillons, fontaines et statues baroques. À l'emplacement des anciens bâtiments du parc détruits, on a conservé ce champ de ruines et on a ajouté plusieurs stèles commémoratives. En 1888, l'impératrice Cixi restaura le parc avec l'argent qui était alors dévolu à la flotte impériale. En 1900, en réponse à la révolte des Boxers, les troupes étrangères ont à nouveau incendié les installations et un nouveau parc fut alors aménagé. La longue galerie. Le pont aux 17 arches. Le bateau de marbre. Le temple de la mère des sagesses.
Le musée national est un des plus grands musées du monde, avec plus d'1 million d'objets depuis l'homme de Yanmu il y a 1 700 000 ans. Sculpture moderne dans le hall principal. Monnaies anciennes. Ces pièces à trous carrés, comme il en existe encore aujourd'hui, pouvaient se ranger sur ce porte-monnaie ou s'enfiler sur des brochettes. Voici les premiers billets de banque de l'histoire. L'âge du bronze. La poterie est apparue en Chine il y a 20 000 ans. Très tôt, l'argile fut glacurée, puis la terre cuite fut imperméabilisée avec un émail d'étain. Finalement, la faïence puis la porcelaine furent vitrifiées à très haute température. L'art du jade. Jadis, les Chinois avaient très peu de mobilier, essentiellement des lits et des tapis dressés. Un mobilier de luxe, fait de bois de rose, est apparu sous la dynastie Tang. L'âge d'or du mobilier fut la dynastie Ming, principalement chez l'élite cultivée. La gravure et l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie a permis aux Chinois de diffuser le bouddhisme, l'écriture et l'essence de leur culture vers les autres pays asiatiques tels que le Japon et la Corée. L'écriture en Chine est un art à part entière. Par exemple, cette exposition de calligraphie est dédiée à un seul artiste, Zhang Ai. Les bas-reliefs de la dynastie Song. Ces sculptures nous permettent d'entrevoir l'économie, la culture et les traditions funéraires entre le Xe et le XIIIe siècle. C'est à cette époque que furent imprimés les premiers billets de banque, que fut organisée la première flotte militaire et qu'on inventa la poudre à canon ainsi que la boussole pour trouver le vrai nord. L'art religieux. La spiritualité orientale est issue du védisme, suivie du brahmanisme et de l'hindouisme. Le bouddhisme a reformulé certaines notions de l'hindouisme comme le karma, les actes rituels et la notion de réincarnation. Le bouddhisme fut introduit en Chine dès le IVe siècle.
l'époque récente de la Révolution chinoise. Badaling, à 60 km au nord de Pékin, est l'un des sites les plus accessibles et les mieux conservés de la Grande Muraille de Chine. Étant donné que la muraille suit la ligne de crête des montagnes, nous prendrons le téléphérique. C'est à perte de vue. Les différentes sections de la Grande Muraille de Chine s'étendent sur 11 000 km. C'est la construction humaine la plus gigantesque. Elle fut construite il y a 2000 ans pour protéger le pays des envahisseurs venant du nord. En fait, la muraille permettait de réduire les effectifs de l'armée et, par voie de conséquence, le budget militaire. Nous faisons ici un petit détour pour visiter le site nécrologique des empereurs Ming qui ont régné du XVe au XVIIe siècle. C'est impressionnant, mais jusqu'à présent, une seule salle funéraire a été fouillée. Allons maintenant visiter une autre section de la Grande Muraille, cette fois au site de Mutianyu. De Beijing à Shanghai, 1200 km. 2h15 en avion, 5h20 par train à grande vitesse, un train toutes les 10 minutes.
Nous sommes ici dans une station de métro du nouveau district de Pudong. Avec 28 millions d'habitants, Shanghai est devenue la plus grande ville du monde. La cité s'est enrichie au XIXe siècle par le commerce de l'opium, de la soie et du thé. Elle a décliné durant la Révolution, mais elle a pris un nouveau départ en 1990 par le développement du district de Pudong où nous sommes. Nous observons sur l'autre rive le site historique de la ville de Shanghai. Ici, à Pudong, les gratte-ciels poussent sous nos yeux. À droite, la nouvelle tour de Shanghai, 700 mètres de haut. Nous irons au World Financial Center, l'ouvre-bouteille. Vue plongeante sur la mégalopole depuis la passerelle du 100e étage, un jour de pluie. Nous marchons maintenant vers Suzhou et le vieux Shanghai en suivant la rivière Wusong. Le quartier du Bund fut à partir de 1850 le siège de la puissance coloniale. Les grands hôtels, les banques, les maisons de commerce s'y installèrent. L'âge d'or de ce quartier se situe dans les années 1920 et 1930 jusqu'à ce que la guerre et l'occupation aient chassé les résidents étrangers. Aujourd'hui, le Bund est devenu comme la vitrine d'un nouveau style de vie chinois. Now we're going to get in the groove a little bit. I think I'll play you a little China Boy. Une belle rencontre intercontinentale et intergénérationnelle. Le quartier de la Concession française fut jadis le repère des aventuriers de toutes sortes. Aujourd'hui, c'est devenu un quartier résidentiel élégant avec boutiques, restaurants et bars. Comme partout, le bazar est très fréquenté par ceux qui recherchent des occasions. En bon français, on dit qu'on va chiner. Ici, c'est un comptoir de perles. La place du Peuple, c'est le centre de la ville, sur le site de l'ancien champ de course de Shanghai.
C'est un vaste espace avec nombre de musées et de théâtres, mais c'est avant tout un grand parc ombragé où les gens viennent se reposer des tensions de la ville et du travail. Ils viennent retrouver leurs amis, c'est vraiment la place du peuple. Pénétrons dans le parc. La détente pour un col blanc. La détente pour un col bleu. Il vaut la peine d'attendre même sous la pluie pour visiter le musée de Shanghai. Les minorités ethniques. La Chine, tout en étant la plus ancienne civilisation ininterrompue, demeure un pays très diversifié. 55 groupes ethniques, 46 nationalités, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs inscrits et garantis dans la Constitution. Les langues, les cultures, les traditions sont très divers. Masque de bois de l'opéra chinois. Masque tibétain.
Yangtze-kiang, le fleuve bleu. C'est le fleuve le plus long à l'intérieur d'un même pays, 6000 km du Tibet jusqu'à Shanghai. Plus de 700 affluents, un bassin de 1 800 000 km² et un débit de 120 000 m3 d'eau par seconde. Notre croisière de 4 jours sur le Yangtze Gold 2 avec 600 passagers nous mènera de Yichang à Chongqing. Le premier matin, dans la brume. Un transport de voitures chinoises. La communauté de la tribu des Trois Gorges a pris l'initiative de faire revivre sur son territoire le passé de la Chine. Le travail, la vie quotidienne, les traditions comme dans l'ancien temps. Pour nous qui venons de loin, c'est pénétrer dans un jardin de rêve. Après le village sur le fleuve, la tribu de la montagne. Voici nos guides locaux. Je serai dans le groupe de Rose qui pourra converser avec moi en anglais. Pas besoin de cela, je suis trop jeune. 你可能会有点疑惑说，小孔为什么一定是你的妈妈，不是你的爸爸呢？因为在土家族里面啊。Avant la construction du barrage, les bateaux devaient être halés à contre-courant. 那么其他的形式都是一样的，会有主持人出来欢迎我们，给我们奉茶。那么如果您坐在第一排，您可以接这个茶，这个是可以新娘子拜堂成妻，一拜天地，二拜高堂，三是夫妻对话。说来又不来，为的是哪一桩啊？只怕说喝了亡魂汤啊，或见水养了水不中。 说碾米的，但是在我们景区的话呢，41号团队的游客朋友们，咱们一起来这边集合一下啊！我们的时间呢稍微有一点点赶啊。Une noce de village. 那你们就一定要喊妹啊，那才夫妻相对呀！想不想得说想大家鼓掌，欢迎你上！
Les jeunes mariés disparaissent dans la chambre nuptiale. On nous attend. Le barrage des Trois-Gorges est le plus gros et le plus puissant barrage hydroélectrique au monde. Il fut construit de 1994 à 2012 et il a été complété pour la navigation en 2015. 40 000 ouvriers pendant 20 ans. 22 milliards de dollars. La longueur du réservoir en amont, 600 km. On atteint le site en franchissant un pont gigantesque. Le barrage est juste en face de nous. À droite, la tranchée des écluses pour la navigation. 8 années de dynamitage. Longueur 2300 mètres. Hauteur 140 mètres. 32 turbines principales de 700 MW chacune. Le site d'observation n'était toujours pas terminé lors de notre passage. Mon compagnon de cabine sur le bateau. C'est un travailleur chinois en vacances. Il ne parle que le chinois et moi, pas du tout. Nous avons donc partagé de très bonnes bières. L'ancien passage des bateaux est désormais au fond de l'eau. Les gorges paraissent aujourd'hui moins profondes et sont moins spectaculaires qu'autrefois. La navigation est désormais grandement facilitée. Mais on a dû déplacer 1 300 000 personnes et 1300 sites archéologiques ont été engloutis. Voyons maintenant les écluses. 2 séries de 5 écluses en escalier, un chenal ascendant et un descendant. Taille maximale des bateaux, 10 000 tonnes, pour un transit d'une durée de 4 heures. Le passage est gratuit.
En plus des écluses, un ascenseur permet aux bateaux de moins de 3000 tonnes de passer en 30 minutes. Retour au bateau pour poursuivre notre croisière. Bonne nuit. En remontant la gorge Wu, voici Wuchang, 1 million d'habitants, la capitale de la province Hubei. Un couple de pêcheurs vient nous proposer sa récolte de crevettes du matin. Nous prenons ici un bateau plus petit pour aller visiter les gorges de la rivière Daning. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovers weeping on a faraway shore. Out on the briny. La gorge Lehman, 3 km. La couleur émeraude des eaux de la rivière est attribuable à la végétation environnante, notamment aux champs de thé des nuages. Il y a 2000 ans, les membres de la tribu Bo avaient coutume de suspendre les cercueils de leurs ancêtres sous les falaises ou de les enfouir dans les nombreuses cavernes de la région. La gorge Bawu, 9 km. À partir d'ici, une route suspendue surplombe la rivière. Nous changeons encore de bateau. La gorge d'Ikui, 20 km.
Le voyage de retour. Yeah, this is a woman with the shrimps. She said she would come back when we come back. Elle avait bien dit qu'ils reviendraient avec leurs crevettes. Bon appétit. Nous remontons maintenant la gorge Kutong jusqu'à Baidicheng, le site de l'empereur blanc. L'entrée d'une nécropole. Un autre site de cercueil suspendu. C'est au IIe siècle qu'un dragon blanc serait apparu au seigneur de la guerre Gongsu. Durant la période des Trois Royaumes, le seigneur Liu Bei fut défait. Il transmit ses pouvoirs ainsi que son fils à son premier ministre Zhuge Liang qui fonda une nouvelle dynastie. Le seigneur Liu Bei. Version jeu électronique. Qu'il se repose. Pour une fois, j'aurais dû accepter. Il y a 1000 marches à gravir. Fameux poèmes antiques. Les fameux cercueils suspendus.
Je suis exténué, mais je n'en ai pas besoin pour descendre. Nous remontons maintenant le fleuve en direction de Zhongshan. Mon compagnon de cabine et moi, nous nous sommes levés tôt ce matin pour admirer le paysage. Nous passons devant la pagode et le temple de Shibaozai, situé sur une colline abrupte de 180 mètres. Nous voici à Zhong, un village chinois de 800 000 habitants. Ceci doit être la plage de Zhong. Fengdu, la cité fantôme. Cette colline sacrée fut pendant 20 siècles un ensemble de temples et de monastères dédiés à la vie après la mort. Il s'agit ici d'une réminiscence combinée de confucianisme, de taoïsme et de bouddhisme. Voici un test de force. Il s'agit de placer cette boule de métal sur le sommet. Personne d'autre n'y est parvenu. Nous traversons le pont sur les eaux troubles. Les démons peuvent vous arrêter ou vous laisser passer. Une jeune femme, un couple, toute une famille et un vieil aventurier. J'ai obtenu mon visa. La porte des enfers. Des démons effrayants montent la garde. Une bonne personne peut passer facilement, mais une mauvaise personne est questionnée, harassée et punie en enfer.
Il pleut. Mon bateau ne peut aller plus loin cette saison. Je prends un autobus pour Chongqing. Pas le temps de visiter Chongqing. Son territoire est aussi peuplé que le Canada, 32 millions d'habitants. Je devrais revenir. Seul au bord du trottoir, je prends finalement un taxi pour l'aéroport. Je vais à Xi'an. Xi'an est la première des 4 anciennes capitales de la Chine. C'était le point de départ de la route de la soie. Les fortifications détruites en 904 ont été reconstruites à partir de 1370. Elles font 13 km de long et 18 mètres de large. Carrefour des cultures et des civilisations, Xi'an a un passé légendaire, souvent étouffé sous les bruits de la ville moderne. Avec 9 millions d'habitants, c'est aujourd'hui un centre majeur pour la recherche, le développement, l'exploration spatiale et la sécurité. Visitons le quartier des commerces musulmans. L'islamisme fut introduit ici en 651. Aujourd'hui, la nation Hui demeure une communauté musulmane de 50 000 membres. La Grande Mosquée est un magnifique mélange de style chinois et musulman. Le mur des esprits est une tradition chinoise pour stopper les démons. Le minaret est en forme de pagode. La salle des prières n'est pas accessible aux visiteurs. La découverte du mausolée de l'empereur Qin et de ses milliers de soldats demeure une fascination pour notre monde moderne.
Premier empereur de Chine en l'an 247, il mit fin à l'ère féodale en conquérant l'un après l'autre tous les royaumes rivaux. C'est en creusant un puits en 1974 que des paysans ont trouvé des morceaux de statues et des pointes de flèches en bronze. On a jusqu'à présent mis à jour, dans la seule tombe principale, 8000 statues de soldats et de chevaux qui furent enterrés pour pouvoir servir l'empereur dans l'autre monde. Les soldats diffèrent de taille, d'uniforme, de chapeau. Ils sont disposés selon leur grade et selon leur fonction. Les mains des soldats sont vides car leurs armes de bois se sont désintégrées. Mais le métal des lances, des épées, des haches demeure très coupant, ayant été protégé pendant 2000 ans par une couche d'oxyde de chrome. Le site a été inauguré le 1er octobre 1979 pour le 30e anniversaire de la République populaire de Chine. Des milliers de statues attendent encore d'être restaurées et il est probable que des dizaines de milliers d'autres attendent encore d'être découvertes. Une tombe fouillée récemment contient les statues des serviteurs de l'empereur, concubines et eunuques inclus. On peut encore s'attendre à bien d'autres surprises.